Je n'écris pas cela pour vous faire peur. Je l'écris à titre d'avertissement. Si jamais vous vous retrouvez sur la côte de l'Alaska, à l'ouest de Juneau, et que vous apercevez au loin la tour solitaire d'un vieux phare sur le Cap Point Retreat, faites demi-tour. Ne vous en approchez pas. Peu importe à quel point elle vous semble pittoresque ou abandonnée. Partez, tout simplement. Elle n'a pas été laissée à l'abandon sans raison, et ce qui vit à l'intérieur attend toujours. Elle attendait les gardiens. Maintenant, elle attend quelqu'un d'autre. Je m'appelle Alex, et j'ai commis l'erreur d'ignorer les conseils des habitants. Je pensais être à la recherche de solitude et de clichés uniques pour mon projet photo. J'ai trouvé quelque chose de complètement différent, et je ne suis pas sûr de pouvoir un jour l'oublier ou que cela me lâchera. Tout a commencé il y a 3 mois, au début du mois de mai 2025. Mon projet était consacré à la mémoire des lieux abandonnés. Je voyageais dans des coins reculés et photographiais des bâtiments abandonnés par l'homme. Les phares ont toujours été ma passion. Ils se dressent comme des monuments à la solitude, à la lutte de l'homme contre les éléments. Dans les archives, je suis tombé sur une mention du phare de Point Retreat. Il a été mis hors service dans les années 70, après l'automatisation du système de navigation dans la région. Depuis, il était officiellement abandonné. Pas d'itinéraire touristique, pas de programme de restauration. C'était l'endroit idéal. À Juneau, j'ai trouvé un vieux pêcheur nommé Silas qui avait un petit bateau. Pour 300 $, il a accepté de m'y emmener et de revenir me chercher 2 jours plus tard. Quand je lui ai expliqué où je voulais aller, il était resté longtemps silencieux, me regardant de ses yeux bleus décolorés. « Tu as choisi un endroit étrange, mon garçon, » dit-il enfin en mâchant son tabac. « Personne ne va là-bas. Les courants sont mauvais et l'endroit dans lui-même est sinistre. » Je balayais ces paroles d'un revers de la main, les attribuant aux superstitions locales. Pour moi, cela ne semblait être qu'une aventure supplémentaire. Le trajet jusqu'au cap prit près de 4 heures. L'océan était agité, un vent froid nous glaçait jusqu'aux os. Et puis, je l'ai vu. Le phare ne ressemblait pas aux tours pittoresques des cartes postales. Il ressemblait plutôt à une dent en pierre grise et en béton, enfoncée dans un promontoire rocheux. La peinture s'était écaillée depuis longtemps, laissant apparaître la maçonnerie fissurée. Le dôme métallique au sommet, où brûlait autrefois un phare, était tordu et couvert de taches de rouille sombre. Une partie des panneaux de verre manquait, et le vent hurlait dans les ouvertures vides. Silas ne s'approcha pas du rivage. Il me déposa sur une petite plage rocailleuse, à environ 1 demi-mille du phare, me tendit mon sac à dos et ma tente. « Je serai ici après-demain, à l'aube. Si tu ne te montres pas, j'attendrai 1 heure et je repartirai. Je n'attendrai pas plus longtemps, » dit-il sans émotion, puis, sans un mot d'adieu, il fit demi-tour. Le bruit de son moteur s'était rapidement évanoui, et j'ai été enveloppé d'un silence total et assourdissant, rompu seulement par les cris des mouettes et le grondement régulier des vagues. Le chemin vers le phare s'avéra plus difficile que je ne l'avais imaginé. Il n'y avait pas de sentier. Je dus escalader des rochers glissants et couverts d'algues. Lorsque j'arrivai enfin au pied de la tour, je pris conscience de son ampleur. Elle était immense, oppressante. L'air était imprégné d'une odeur de sel, de matière organique en décomposition et d'autres choses à peine perceptibles, qui ressemblaient à l'odeur de l'eau stagnante dans un sous-sol profond. La porte d'entrée était faite d'un métal épais, autrefois peint en rouge. Elle était maintenant recouverte de couches de rouille et de dépôts de sel. La serrure était cassée, mais la porte ne bougeait pas, comme si quelque chose la retenait de l'intérieur. J'ai dû m'appuyer de tout mon poids, plusieurs fois, avant qu'elle ne cède dans un long grincement et s'ouvre vers l'intérieur. La première chose qui m'a frappé, c'est l'odeur concentrée de moisi et de froid. Il faisait beaucoup plus sombre à l'intérieur qu'à l'extérieur. La seule source de lumière
était l'embrasure de la porte ouverte. J'ai allumé ma lampe frontale. Son faisceau a éclairé la pièce du rez-de-chaussée. C'était une sorte de débarras ou de local technique. Le long des murs se trouvaient des étagères en bois, vides, recouvertes d'une substance blanche et cristalline. Je touchais la surface. C'était du sel. Tout, absolument tout était recouvert d'une fine couche de sel, presque poudreuse. Le sol, les murs, les restes d'équipement dans un coin. Même l'air semblait lourd et salé. Au centre de la pièce, un escalier en colimaçon montait dans l'obscurité de la tour. Ses marches et ses rampes étaient en fonte et également très rouillées. Je décidai d'explorer d'abord le rez-de-chaussée. Il y avait plusieurs petites pièces, une cuisine avec une cuisinière rouillée et des placards vides dont les portes ne tenaient non plus qu'à un seul loquet. Une petite salle de repos avec les restes d'une table Mishimi en bois et d'une chaise délabrée. Partout, c'était la même chose. Le désolation et une couche de sel omniprésente, recouvrant tout comme un linceul. Elle craquait sous mes chaussures, et ce bruit était le seul à troubler le silence de mort qui régnait à l'intérieur. Je décidai de monter à l'étage, dans les appartements du gardien. L'escalier était glissant à cause de l'humidité. À chaque marche, le bruit de mes pas résonnait dans les murs de pierre, créant un écho étrange. Au deuxième étage se trouvait une petite chambre et un bureau. Dans la chambre, il y avait le squelette d'un lit métallique dont les ressorts pendaient jusqu'au sol. Dans le bureau, près du mur donnant sur l'océan, se trouvait un imposant bureau en chêne. C'était l'un des rares meubles qui avait relativement bien résisté au temps. Je passai ma main sur sa surface, balayant une épaisse couche de sel et de poussière. Et là, je le vis. Dans le tiroir droit du bureau se trouvait un épais journal relié en cuir. La couverture était gonflée par l'humidité, mais les pages bas l'intérieur, bien que jaunies, étaient en bon état. C'était le journal du gardien. Je m'assis par terre, adossé au mur froid, et commençai à lire. Les premières notes dataient de 1962. Elles avaient été rédigées par un homme du nom de Thomas Miller. Il s'agissait principalement de rapports routiniers. Météo, état des équipements, navires aperçus, quantité de carburant consommé par le générateur. Les notes étaient dentes sèches et factuelles. Je tournais les pages, plongeant dans la vie monotone d'un homme seul au bout du monde. 12 octobre 1962. Vent du nord-ouest, 15 nœuds. Bonne visibilité. Le cargo Severnaya Zvezda est passé. J'ai vérifié la lentille. Tout est en ordre. 3 novembre 1962. Tempête. Vent jusqu'à 50 nœuds. Les vagues frappèrent la base de la tour. Le générateur fonctionne par intermittence. Cela a duré plusieurs mois. Description des tempêtes, des brumes, des rares visites du navire de ravitaillement. Une vie réduite à un simple ensemble de fonctions. Mais dans les notes de l'hiver 1963, le ton a commencé à changer. Le 20 janvier 1963. Pendant la nuit, j'ai entendu des bruits étranges. On aurait dit des coups sourds sur la coque de la tour du côté de la mer. Ce sont probablement de grosses vagues qui transportent des rochers. Je n'ai jamais vu ça auparavant. J'ai senti un léger frisson. J'ai continué à lire. Le 22 janvier 1963, les bruits se sont répétés. Ils ne ressemblent pas à des coups de vague. Ils sont intermittents, comme si quelqu'un frappait à intervalles réguliers. J'ai inspecté la base de la tour à marée basse. Aucun dommage ni trace inhabituelle. Le 25 janvier 1963. Je n'ai pas dormi de la nuit. Les coups n'ont pas cessé. Ils ne viennent pas d'en bas, mais semblent provenir des murs eux-mêmes. Parfois, j'ai l'impression qu'ils sont juste derrière moi, dans la pièce. C'est à devenir fou. Ce doit être simplement l'acoustique de la tour et le vent. La dernière note dans le journal était écrite d'une main tremblante et irrégulière. Hélice était courte. 30 janvier 1963. Les bruits ont repris. Ils ne viennent pas de l'extérieur, ils viennent d'en haut.
J'ai verrouillé la porte qui mène au lanterneau. Thomas. Après cette note, le journal était vide. Je restais assis dans le silence, les mots de Thomas résonnant dans ma tête. Je regardais l'escalier en colimaçon qui s'enfonçait dans l'obscurité totale. Au-dessus, il n'y avait que le dôme tordu du lanternis, ouvert à tous les vents. Il ne pouvait y avoir personne là-haut. Je souris à mes propres pensées. Plus de 60 ans avaient passé. Le vieux gardien souffrait probablement de solitude et d'isolement. Une claustrophobie classique. Mais j'ai tout de même décidé de ne pas monter plus haut. Le jour touchait à sa fin. J'ai décidé de ne pas monter ma tente à l'extérieur. Le vent se levait et la pluie commençait à tomber. Passer la nuit au rez-de-chaussée, dans l'ancien débarras, semblait la solution la plus raisonnable. Je suis descendu, j'ai nettoyé un coin de la pièce, j'ai étendu mon sac de couchage. J'ai bien fermé la porte, mais sans la verrouiller, en la calant de l'intérieur avec une lourde caisse pour qu'elle ne s'ouvre pas avec le vent. J'ai mangé des conserves froides, bu de l'eau de ma gourde et je me suis glissé dans mon sac de couchage. Dehors, le vent soufflait en rafales, son grondement se confondant avec le bruit de l'océan. À l'intérieur de la tour, tout était parfaitement silencieux. Allongé, j'écoutais les sons de la nature et pensais au pauvre Thomas Miller qui avait lentement perdu la raison entre ses murs. J'étais convaincu que c'était la seule explication logique. J'avais tort, mortellement tort. Je restais longtemps éveillé, écoutant le vent battre contre les murs de pierre de la tour. Dehors, l'averse s'était transformée en véritable tempête. Chaque rafale était accompagnée d'un grondement sourd qui semblait faire vibrer toute la construction. Je sentais cette vibration dans tout mon corps, allongé sur un mince matelas. Malgré la fatigue, mon cerveau refusait de s'éteindre. Les mots du journal du gardien tournaient en boucle dans ma tête. Ils sont là-haut. Je me répétais sans cesse que c'était absurde. Ce n'était qu'un vieil homme brisé par la solitude. Il n'y avait personne ici depuis des décennies. J'étais seul. Peu à peu, bercé par le rugissement monotone des éléments, je commençais à sombrer dans un sommeil léger. Mes pensées devinrent confuses et les horreurs de la journée firent hors place à une simple fatigue physique. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, peut-être 1 heure, peut-être 2. Mais je me suis réveillé en sursaut, dans un silence complet. La tempête n'était pas terminée. J'entendais encore le grondement lointain du vent et de l'océan, mais quelque chose avait changé. Le rugissement assourdissant qui régnait auparavant avait disparu, et c'est dans ce silence relatif que je l'ai entendu. Ce n'était pas le son dont Thomas avait parlé, ce n'était pas un bruit sourd, c'était un son qui venait d'en haut, de l'escalier en colimaçon. Il était à peine perceptible au milieu du bruit extérieur, mais il venait de l'intérieur de la tour, j'en étais sûr. C'était une série de sons métalliques très faibles et intermittents. Ma première pensée fut la plus rationnelle. Un animal, peut-être un gros oiseau, comme un albatros, ou un raton laveur qui s'était introduit à l'intérieur par le dôme brisé et descendait maintenant à la recherche d'un abri. Je me figeais, tendant l'oreille. J'étais allongé dans mon sac de couchage, immobile, respirant à peine. Le bruit se répéta. Il était légèrement plus fort. C'était sans aucun doute le bruit du métal contre le métal, lourd et lent. Trop lent et trop rythmé pour un animal. Les animaux se déplacent par à coups. Ils s'arrêtent, reniflent. Ce bruit était différent. Il était régulier, une résonance métallique, une pause, puis une autre. Il se répétait à intervalles réguliers, presque identiques. Je me suis assis dans mon sac de couchage. Le froid m'a soudainement transpercé, bien qu'il n'y ait pas eu de courant d'air dans la pièce. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était que le vent, qu'un morceau de métal s'était détaché quelque part en haut et se balançait maintenant dans le vent, frappant l'escalier. Oui, ça devait être ça, une explication logique. Mais le bruit continuait,
Et il devenait plus fort. Il descendait lentement, mais sûrement. Ce n'était pas un morceau de métal qui se balançait. C'était des pas. Quelqu'un ou quelque chose descendait l'escalier, en fonte depuis les étages supérieurs. J'ai attrapé ma lampe, mais je n'osais pas l'allumer. J'étais assis dans le noir, et mon imagination me peignait les images les plus effrayantes. Je me suis souvenu des mots du magazine. Ils sont là-haut. J'ai verrouillé la porte menant à la lampe. Cela signifiait qu'il y avait quelque chose là-haut, avec lui, et que c'était toujours là. Chaque pas suivant résonnait de plus en plus clairement dans le silence assourdissant de la tour. C'était un bruit lourd et traînant, accompagné d'un écho métallique, comme si quelqu'un de très lourd marchait ou traînait quelque chose derrière lui. J'entendais distinctement le bruit se déplacer en spirale, se rapprochant de plus en plus de l'embrasure de l'escalier menant du deuxième étage au premier. Mon cerveau cherchait fébrilement une explication. Peut-être qu'un vagabond vivait ici, un sans-abri qui avait trouvé refuge. Mais comment était-il arrivé là? Silas avait dit que personne ne nageait ici. Et que faisait cet homme à l'étage, dans la partie en ruine du phare? Pourquoi n'avait-il pas répondu quand j'étais arrivé? Non, cette version ne tenait pas la route. Les bruits atteignirent pour le palier du deuxième étage, juste au-dessus de ma tête. Je les entendais aussi clairement que si la source se trouvait à quelques mètres de moi. Un pas lent et lourd, puis un autre, puis tout redevint silencieux. Un silence absolu, rompu seulement par ma respiration haletante et le battement de mon cœur dans mes oreilles. Ce silence était 1000 fois plus effrayant que le bruit des pas. Il s'arrêta, juste au-dessus de moi. Il se tenait là, sur la plateforme, et écoutait peut-être, tout comme moi. Je ne pouvais pas bouger. Je restais assis, agrippé à mon sac de couchage, et regardais dans l'obscurité en direction de l'escalier. J'attendais. Les minutes s'écoulaient. Rien ne se passait. Pas un bruit. Lentement, en essayant de ne pas faire de bruit, je me suis étiré vers mon sac à dos et j'ai tâtonné pour trouver le lourd trépied de mon appareil photo. Ce n'était pas une arme, mais tenir quelque chose de lourd dans mes mains me rassurait un peu. Je suis resté assis ainsi, immobile, pendant environ une demi-heure. Silence. Peut-être avais-je rêvé? Ou était-ce une sorte de distorsion auditive, un jeu d'écho et de vent? J'étais presque convaincu que c'était le cas. Presque. Rassemblant toute ma volonté, je décidai d'agir. Je ne pouvais pas rester assis là jusqu'au matin, dans l'attente de l'inconnu. Je devais au moins jeter un coup d'œil autour de moi. Je sortis lentement de mon sac de couchage. Mes mouvements me semblaient assourdissants. Chaque frottement de vêtements, chaque grincement du sac de couchage résonnait dans le silence. Je me suis mis debout, tenant le trépied dans une main et la lampe dans l'autre. J'ai dirigé le faisceau de la lampe vers l'escalier. Vide. Les marches en fonte rouillée montaient dans l'obscurité. Rien d'inhabituel. Je m'approchais lentement du pied de l'escalier, la lampe tremblant dans ma main. Je l'éclairerai vers le haut, essayant d'apercevoir le palier du deuxième étage. Le faisceau n'éclairait que la partie inférieure de la cage d'escalier. Pour voir le palier lui-même, il fallait s'approcher tout près et regarder en haut. Je n'osais pas. À la place, je commençai à examiner les murs autour de la base de l'escalier. Et c'est alors que je les vis. Sur les pierres qui formaient le mur, juste à côté de la première marche, il y avait des rayures. Elles étaient mal cachées sous une couche de sel et je ne les avais pas remarquées lors de mon premier examen. Mais maintenant, à la lumière de ma lampe, elles étaient clairement visibles. Ce n'étaient pas des rayures accidentelles. C'étaient des groupes de traits verticaux, 4 verticaux et un qui les barrait en diagonale. Comme les prisonniers comptent les jours dans leurs cellules. Il y en avait des centaines, des dizaines et des dizaines de groupes de 5 rayures. Ils recouvraient le mur depuis le sol jusqu'à environ la hauteur d'un homme. J'ai passé mon doigt sur l'un d'eux. La rainure était profonde, creusée dans la pierre elle-même.
Pour laisser une telle trace, il fallait plus qu'un simple couteau. Il fallait quelque chose de très dur et beaucoup de force. Le sel à l'intérieur des rayures était compacté, ce qui indiquait qu'elles avaient été faites il y a très longtemps. Quelqu'un était d'y rester ici très longtemps, dans cette obscurité, et avait méthodiquement compté les jours. Ou autre chose. Je m'écartai du mur, et à ce moment-là, un seul bruit fort et sec retentit à l'étage. Ce n'était pas un pas, c'était un grincement, un son long et douloureux, comme si quelque chose de très lourd et de métallique était traîné sur le sol en pierre du 2e étage. Puis le silence revint. Tout mon sang se glaça. C'était réel. Ce n'était pas le fruit de mon imagination. Je n'étais pas seul dans ce phare. Je me précipitai vers la sortie, repoussant la caisse qui bloquait la porte. J'ouvris brusquement la lourde porte métallique et me précipitai dehors, sous la pluie glaciale et le vent. Je ne me retournai pas. Je courais simplement. Je courais sur les pierres glissantes, trébuchant et tombant, sans prêter attention à la douleur. Je courais loin de cette tour, dans l'obscurité, poussé par une terreur bien plus froide que la nuit en Alaska. Je compris que Silas avait raison. C'était un endroit sinistre, et j'étais enfermé là jusqu'à l'aube du lendemain avec cette chose qui faisait ces bruits. Et elle savait que j'étais là. Je ne me souviens pas combien de temps j'ai couru, mais des jambes me portaient toutes seules sur les pierres pointues, recouvertes d'algues glissantes. Je suis tombé plusieurs fois, me cognant douloureusement les genoux et les mains, mais l'adrénaline m'empêchait de sentir la douleur. La pluie glaciale et le vent me fouettaient le visage, mes vêtements étaient trempés jusqu'aux os. Je ne m'arrêtais que lorsque mes poumons commencèrent à me brûler et que je compris que je ne pouvais plus faire un pas. Je me cachais derrière un gros rocher, essayant de reprendre mon souffle et de me protéger du vent. Je me retournai et regardai le phare. Il se dressait au-dessus de moi, silhouette sombre sur fond de ciel orageux. Il semblait vivant, observateur. Je m'attendais à voir une lumière, à entendre des bruits de poursuite, mais il n'y avait rien. Seulement une tour sombre et silencieuse. Mon sac à dos avec tout mon équipement, ma nourriture et ma tente étaient restés là, en bas, près de mon sac de couchage. Je n'avais avec moi qu'un petit sac à dos d'assaut contenant une bouteille d'eau, une trousse de premiers secours et des piles de rechange pour ma lampe torche. Et le trépied, que je serrais encore convulsivement dans ma main. Rester à la Belle Île Étoile était suicidaire. Je serais mort de froid en quelques heures. Il me fallait un abri. Je me suis souvenu que lorsque je marchais vers le phare depuis le lieu de débarquement, j'avais vu une petite construction à moitié en ruine, à une centaine de mètres de la tour. Probablement une vieille remise pour stocker du kérosène ou une salle des machines. C'était ma seule chance. En avançant lentement, de pierre en pierre, en essayant de ne pas faire de bruit, je me dirigeais vers cette remise. Chaque ombre me semblait menaçante. Chaque souffle de vent était comme un murmure. La remise était en très mauvais état. Le toit s'était partiellement effondré et la porte avait été arrachée de ses gonds et gisait à côté. Mes 3 murs étaient encore debout. Je me glissais à l'intérieur. Ça sentait le métal rouillé et le diesel. Le long du mur du fond, il y avait plusieurs barils vides et rouillés. Dans un coin, il y avait des déchets. Mais ici, c'était sec et il n'y avait presque pas de vent. Je me suis réfugié dans le coin le plus éloigné, derrière les barils, d'où je pouvais voir le phare à travers l'embrasure de la porte. Je me suis assis sur le sol en béton froid, les genoux serrés contre moi. Je tremblais, mais je ne savais pas si c'était à cause du froid ou de la peur. Je ne quittais pas le phare des yeux. Je restais assis à regarder les fenêtres sombres, attendant quelque chose sans savoir quoi. 1 heure passa, puis une autre. La tempête commença à se calmer peu à peu. La pluie se transforma en une fine bruine, et c'est alors que je le vis. Dans l'une des fenêtres du 2e étage, là où se trouvait le bureau du gardien, une lumière apparut. Ce n'était pas la lumière vive d'une lampe,
ou d'une lampe à pétrole. C'était une faible lueur, comme celle d'une bougie qui se consume ou d'une vieille lampe à pétrole. C'était irrégulière, changeant constamment d'intensité. Tantôt elle s'éteignait presque, tantôt elle s'intensifiait légèrement. Elle avait une couleur étrange, d'un jaune maladif. Mon cœur s'est serré. Il n'y avait plus d'électricité dans le phare depuis plus de 50 ans. Je n'avais qu'une seule lampe avec moi, et elle aurait été posée sur mes genoux. La source de lumière devait donc provenir de la personne qui descendait l'escalier. La lueur ne restait pas immobile. Elle se déplaçait lentement d'une fenêtre du bureau à l'autre, comme si quelqu'un avec une lampe à la main se promenait dans la pièce. Puis, elle disparut. Je retins mon souffle. Quelques secondes plus tard, une faible tache jaune apparut à la fenêtre de la pièce voisine, la chambre. Elle passa le long de la fenêtre et disparut à nouveau. Je restai assis, paralysé par la peur, observant cette lumière fantomatique parcourir lentement le 2e étage, apparaissant tantôt à une fenêtre, tantôt à une autre. Elle se déplaçait avec la même lenteur que les pas dans l'escalier. Elle cherchait quelque chose. Elle me cherchait. Après avoir fait le tour du 2e étage, la lumière disparut à nouveau. J'attendais qu'il apparaisse au rez-de-chaussée, mais cela ne se produisit pas. L'obscurité reprit ses droits. Je suis resté assis dans ma cachette jusqu'à l'aube, sans fermer l'œil. Les pensées se bousculaient dans ma tête comme un essaim d'abeilles, en délire. Qu'est-ce que c'était? Le fantôme de Thomas Miller? Une créature qui habitait la tour? Pourquoi était-elle restée ici? Que voulait-elle? Toutes les théories semblaient absurdes, mais ce que j'avais vu et entendu était bien réel. Lorsque le ciel commença à s'éclaircir à l'est, je me décidai à franchir le pas. Je devais récupérer mon sac à dos. Sans nourriture et, plus important encore, sans la radio que j'avais emportée en cas d'urgence, j'étais pris au piège. Je devais y retourner. J'ai attendu qu'il fasse suffisamment clair pour voir tout autour de moi, puis j'ai quitté ma cabane. J'avançais lentement et prudemment, jetant sans cesse un œil vers les fenêtres du phare. Elles étaient sombres et vides. La porte était entr'ouverte, comme je l'avais laissée. Je jetai un coup d'œil à l'intérieur. La pièce du rez-de-chaussée était vide. Mon sac de couchage et mon sac à dos étaient intacts, là où je les avais laissés. Après avoir pris une profonde inspiration, je fis un pas à l'intérieur. Je pris mes affaires, prêt à m'enfuir à tout moment. Mais tout était calme dans la tour. Le même silence de mort qu'hier après-midi. Je ne voulus pas tenter le diable et sortis immédiatement sans lever les yeux vers l'escalier. Je décidai d'attendre Silas sur la plage rocailleuse où il m'avait déposé. Je ne passerai pas une minute de plus dans cet endroit. Une fois à bonne distance, je m'arrêtai pour vérifier le contenu de mon sac à dos et sortir ma radio. C'est alors, en fouillant dans les poches de ma veste, que je sentis quelque chose de dur. Je le sortis. C'était un petit carnet à la couverture, en toile usée. Je me suis souvenu que la veille, lorsque j'avais sorti le grand journal du tiroir du bureau de Thomas Miller, ce carnet se trouvait en dessous. Je l'avais probablement mis machinalement dans ma poche et, dans l'agitation, je l'avais complètement oublié. Je me suis assis sur une pierre mouillée et l'ai ouvert. L'écriture était différente, plus nerveuse et plus pressée que celle de Thomas. Les notes n'étaient pas datées. Ce n'était pas un journal officiel, mais plutôt un journal intime. Et la première phrase fit se glacer mon sang. Il copie. Il ne faut pas qu'il nous entende. Il mémorise les sons et les répète encore et encore. Surtout les pas. Je tournais fébrilement la page. Johnson est parti il y a 2 semaines. Maintenant, j'entends ses pas chaque nuit. La même démarche lourde, le même grincement de ses chaussures sur la 3e marche. Il descend au 2e étage et s'arrête, toujours au même endroit. Puis, il fait les 100 pas dans sa chambre. Parfois, je l'entends tousser, exactement comme Johnson toussait pendant sa dernière semaine. Je tournai quelques pages supplémentaires.
Les notes m'étaient des fragmentaires, empreintes de peur. J'essaie de marcher sans faire de bruit. Je porte des pantoufles souples. Je reste silencieux toute la journée. Je ne veux pas qu'il apprenne mon rythme. Que se passera-t-il quand mon tour viendra? Quelqu'un viendra me remplacer, et il commencera à me répéter pour lui. Ce phare est un piège. Il capte les sons et les voix, et les reproduit jusqu'à ce qu'une nouvelle source apparaisse. Je continuais à tourner les pages, les mains tremblantes. Les dernières pages étaient m'empêchent presque illisibles. J'ai fait une erreur. Hier soir, il y a eu une forte tempête, et j'ai fait tomber la boîte à outils. Le bruit a été terrible. Cette nuit, il n'a pas marché comme Johnson. Il a répété le bruit de la boîte qui tombait. Encore et encore. Un grand bruit en haut, puis le silence, puis encore. Il apprend. Il ajoute de nouveaux sons à son répertoire. J'ai verrouillé la porte qui mène à l'étage, mais je sais que c'est inutile. Et puis la dernière note, écrite en grosses lettres maladroites. Il ne répète plus. Cette nuit, il a émis un nouveau son, un son que je n'avais jamais entendu auparavant. Il gratte ma porte. Je refermai le livre. Tout reprit sa place, les pas que j'avais entendus. Ce n'était pas des fantômes, c'était le phare lui-même ou ce qui vivait en lui. Une entité qui, comme un écho, répétait les sons de ses derniers occupants. Les pas de Thomas Miller, sa peur, et maintenant, il m'entendait. Mes pas, ma respiration, mon cri quand je m'étais enfui. Je levai lentement la tête et regardai la tour. Et dans l'une des fenêtres du deuxième étage, je vis un mouvement. Quelque chose de sombre passa derrière la vitre. Cela ne disparut pas. Cela attendait, et cela apprenait. J'étais assis sur la pierre froide, regardant la fenêtre sombre, et le carnet tomba de mes doigts engourdis. Un mouvement, je le voyais clairement. Ce n'était pas un jeu de lumière ou l'ombre des nuages. Pendant un instant, une silhouette sombre et indistincte a filé derrière la vitre embuée. Elle était là, et elle savait que j'avais lu le journal. Cela semble fou, mais à ce moment-là, j'en étais absolument certain. C'était comme si elle était apparue pour confirmer mes pires craintes. Je n'étais plus un simple visiteur de passage. Je faisais désormais partie de l'histoire de cet endroit. J'étais devenu une nouvelle source. Je pris mes affaires et, sans me retourner, je courus vers la plage, vers l'endroit même où Silas m'avait laissé. C'était le point le plus éloigné de la tour sur ce maudit bout de terre. Je décidai d'y passer le reste de mon temps. Il restait environ 20 heures avant l'aube du lendemain. 20 heures que je devais simplement survivre. Je trouvai une petite cavité dans la roche qui pouvait m'offrir un peu de protection contre le vent. Je vérifiai la radio. Silence. Seul un faible sifflement. La distance jusqu'à Juneau était trop grande. Les rochers bloquèrent que le signal. J'étais complètement coupé du monde. La journée s'étirait péniblement. Le ciel était couvert de nuages gris, mais la pluie avait cessé. Je restais assis, regardant les vagues de plomb, essayant de ne pas regarder vers le phare. Mais il attirait mon regard, un doigt de pierre noire pointant vers le ciel gris. Pendant des heures, rien ne s'est passé. Je me suis forcé à manger une barre protéinée et à boire un peu d'eau. Mon corps avait besoin d'énergie, même si je n'avais pas du tout faim. Je luttais contre le sommeil, sachant que m'endormir maintenant était la chose la plus dangereuse que je pouvais faire. Et puis, vers le milieu de l'après-midi, ça a commencé. Au début, je ne compris pas ce que c'était. Juste un bruit sourd provenant de la tour. Je sursautai. 1 minute plus tard, il y en eut un autre. Et là, je reconnus ce bruit. C'était le bruit que j'avais fait la veille en appuyant mon épaule contre la porte d'entrée qui avait coincé. Le même bruit sourd et lourd du métal contre le cadre. Je me suis figé. Cela reproduisait mon arrivée. Puis un son long et grave s'est fait entendre. Le bruit d'une porte rouillée qui s'ouvre. Mon bruit. J'étais assis et un frisson m'a parcouru le dos. Cela ne se contentait pas de se répéter. Cela me narguait. Pause. Il y eut un silence complet pendant 10 minutes. Puis,
j'entendis des pas, mais pas les pas lourds et traînants de la nuit. Ceux-ci étaient mais différents, rapides, nerveux. Je reconnus le rythme de mes propres pas sur le sol en pierre lorsque j'étais entré pour la première fois. J'entendais même le craquement caractéristique du sel sous les semelles. C'était là, au rez-de-chaussée, et cela reproduisait exactement mes gestes de la veille. Puis, il y eut un clic, fort, distinct. Le clic de l'obturateur de mon appareil photo. Je n'avais pris qu'une seule photo à l'intérieur, au rez-de-chaussée, juste pour vérifier les réglages de la lumière. Et elle s'en était souvenue. Elle avait enregistré ce son bref et unique. Puis le silence est revenu. Je suis resté assis, pétrifié, à attendre. Que se passerait-il ensuite? Allait-elle répéter mes mouvements dans l'escalier? Ma lecture du magazine? Ma fuite effrayée? Cette pensée était insupportable. Il voulait que je revive tout cela en écoutant de l'extérieur, que j'écoute l'enregistrement de ma propre peur. J'ai couvert mes oreilles avec mes mains, mais cela n'a pas aidé. Les sons n'étaient pas tant audibles que perceptibles. Ils semblaient s'en pénétrer directement dans mon crâne. J'ai décidé que je ne pouvais pas rester assis à attendre. Je devais faire quelque chose, me distraire. Peut-être y avait-il quelque chose d'utile dans la remise où je me cachais, quelque chose que j'avais manqué dans l'obscurité. À nouveau, à pas de loup, je retournai vers l'ancienne remise qui abritait le générateur. Je m'efforçais de ne pas écouter les bruits qui provenaient de la tour. À l'intérieur de la remise, à la lumière du jour, je pouvais mieux voir. Dans un coin, sous un tas de chiffons, j'ai remarqué une boîte métallique qui ressemblait à une boîte de munitions de l'armée. Elle n'était pas fermée, seulement recouverte d'une épaisse couche de rouille. J'ai eu du mal à l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient plusieurs objets. Une vieille croix en cuivre verdi par le temps, attachée à une chaîne. Un pistolet de signalisation, également très rouillé, et à côté, une seule cartouche, rouge comme une goutte de sang. Et tout au fond, sous tout cela, se trouvaient plusieurs feuilles de papier arrachées d'un carnet. Elles étaient sèches, mais couvertes de taches brunes, dues alors à l'humidité. L'écriture était la même que celle du petit carnet. C'étaient les pages manquantes. Je les ai mises à la lumière et j'ai commencé à les lire. Il ne se contente plus de répéter des sons. Il a commencé à les combiner. Aujourd'hui, j'ai entendu les pas de Johnson, mais mélangés au bruit de la tempête, alors qu'il n'y avait pas un souffle dehors. Il crée ses propres symphonies d'horreur. Je pense qu'il essaie de communiquer. Ou peut-être qu'il joue simplement avec sa nourriture. Je retournai la feuille. J'ai compris son but. Il ne se contente pas de vivre ici. Il est cet endroit. La pierre, le métal, le sel, c'est son corps. Et les sons, c'est sa nourriture et sa voix. Chaque nouveau gardien lui apporte de nouveaux sons, une nouvelle vie. Il les absorbe. J'ai trouvé d'anciennes notes, les toutes premières, écrites par un homme nommé Erickson. Il parlait du silence, d'un silence complet, mort. Le phare était neuf. C'était un récipient vide. Erickson a été le premier plat. Mais des mains se mirent à trembler à nouveau. Je lus la dernière page. Le texte était presque illisible, les lettres dansaient. Il ne se contente pas de reproduire le son. Il l'extrait de sa source, il se l'approprie. Après cela, la source se tait à jamais. Johnson n'est pas simplement parti. La semaine dernière, il n'a presque pas parlé. Et le dernier jour, il est resté complètement silencieux, comme si on lui avait retiré la voix. Thomas, qui m'a remplacé, a beaucoup parlé au début. J'ai entendu sa voix depuis le bateau quand je partais. Forte, assurée. Je me demande comment elle sonne maintenant. Ou s'il ne reste plus que ses pas. Il ne veut pas faire peur. Il veut t'apprendre. Il veut devenir toi avant de t'effacer. J'ai laissé tomber les feuilles. Voilà ce que c'était. Ce n'était pas un fantôme. C'était un prédateur.
un parasite qui ne se nourrissait pas de chair, mais de l'essence même de l'être humain. Sa voix, ses mouvements, sa peur. Il conservait l'enregistrement et détruisait l'original. Et maintenant, j'étais l'original dont il faisait une copie. Je passais le reste de la journée dans un état de torpeur. Plus aucun bruit ne venait du phare. Un silence effrayant et surnaturel s'installa. Le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de tons sanglants et sordides. La nuit approchait, ma dernière nuit sur cette île. Je regardais l'horizon, priant pour apercevoir les lumières du bateau de Silas. Et soudain, je l'entendis. Un bruit sourd et grondant. Le bruit d'un moteur diesel. Il venait du large. Silas, il était arrivé plus tôt. La joie et le soulagement m'envahirent, chassant la peur. Je me levai d'un bond et attrapai la lanterne pour faire signe. Je scrutai l'obscurité, essayant d'apercevoir le bateau. Le bruit devenait de plus en plus fort, de plus en plus distinct. C'était bien lui, le bruit d'un petit bateau de pêche. Mais quelque chose n'allait pas. Le bruit semblait venir de partout à la fois. Il se répercutait sur les rochers, créant un écho étrange. Je tournai la tête pour essayer de localiser la source. Et alors je compris. La mer était déserte. Il n'y avait pas un seul point à l'horizon. Et le bruit du moteur ne venait pas de l'eau. Il venait de derrière moi. Il venait du phare, des fenêtres sombres et vides et de la porte ouverte de la tour. Il reproduisait le bruit du bateau. Il avait appris ce bruit aussi. Il savait ce que j'attendais. Il savait ce que je voulais plus que tout au monde. Et il utilisait mon espoir pour m'attirer. Je restais figé sur place, paralysé par une terreur glaciale qui me saisit comme jamais je n'avais connu, même la nuit. Il ne se contentait pas de reproduire le passé. Il était intelligent, il chassait. Et l'appât, c'était moi. Le bruit du moteur s'est arrêté aussi soudainement qu'il avait commencé. Et dans le silence qui a suivi, j'ai entendu quelque chose de pire. Un son faible et aigu, semblable à un rire. Et je l'ai reconnu. C'était ma propre voix. Une semaine plus tôt, en vérifiant mon dictaphone avant de partir, j'avais enregistré quelques phrases pour tester, et j'avais fini par rire nerveusement. Il avait trouvé cet enregistrement. Il me le faisait écouter depuis l'obscurité de la tour. Il ne se contentait pas de chasser. Il prenait plaisir à le faire. Ça suffit. Je ne serai plus une victime, attendant passivement son destin. J'ai saisi le trépied dans une main et le pistolet de détresse dans l'autre. Je n'avais nulle part où courir. Se cacher était inutile. Le seul endroit où je pouvais essayer d'organiser ma défense était cette remise. C'était une idée horrible de me piéger à nouveau, mais rester à découvert alors que cette créature jouait avec moi à des jeux intellectuels était encore pire. Je courus vers la remise en essayant de ne pas regarder le phare. Je me précipitai à l'intérieur et me mis immédiatement au travail. La porte avait été arrachée de ses gonds, mais j'ai réussi à la soulever et à la caler contre l'embrasure de l'intérieur. J'ai roulé les 2 tonneaux rouillés les plus lourds et les ai coincés contre la porte. C'était une barrière dérisoire, mais elle donnait au moins l'illusion d'une sécurité. Je me suis réfugié dans le même coin que la nuit précédente. Je chargeai le pistolet de signal. La cartouche rouge s'enclencha dans la chambre avec un clic. Un seul coup, une seule chance. Dehors, la nuit était tombée complètement. Elle était sans lune et sans étoiles à cause d'une épaisse couche de nuages. Une obscurité totale et impénétrable s'était installée. Pendant 1 heure ou 2, rien ne se passa. Il n'y avait que le silence. Un silence si profond que j'entendais les battements de mon cœur. Je savais que c'était le calme avant la tempête. Cela me donnait le temps de laisser ma peur atteindre son paroxysme. Et ça a commencé. D'abord au loin, du côté du phare, j'ai entendu mon nom. Alex, prononcé par ma propre voix. Doucement, presque dans un murmure. Je me suis couvert la bouche avec la main pour ne pas crier. Quelques minutes plus tard, ça a recommencé.
Alex. Cette fois, c'était plus près. Ça bougeait, ça venait vers moi. Puis d'autres sons se sont mis à résonner. Ma respiration haletante quand je m'étais enfui du phare. Le bruit que j'avais fait en trébuchant et en tombant sur les pierres. Cela reproduisait le son de ma terreur. Cela me disait « Je sais à quel point tu as peur. J'étais là, j'ai tout enregistré. J'étais assis, agrippé au pistolet de détresse, et je priais pour que cela s'arrête. Mais cela ne s'arrêtait pas. Cela se rapprochait de plus en plus. J'entendais quelque chose froisser les pierres tout près de la remise. Puis, tous les bruits cessèrent. Ni ma voix, ni mes pas. Le silence, je tendis l'oreille, et j'entendis un nouveau bruit. Un bruit que je n'avais jamais entendu auparavant. Celui qui n'appartenait ni à moi, ni à aucun des anciens gardiens. C'était son propre son. Il était grave, humide. Le son de quelque chose de lourd qui traînait sur le sol. Il était accompagné d'un cliquetis saccadé et sec, semblable au bruit des branches sèches qui se brisent ou des os qui s'entrechoquent. Ce bruit fit lentement le tour du hangar. Il explorait ma cachette. Puis, il y eut un grincement, juste contre le mur à côté de moi, comme si quelqu'un passait quelque chose de pointu et de dur sur le revêtement métallique. Je me suis collé contre le mur opposé, essayant de respirer le plus silencieusement possible. Le grincement a cessé. Et puis, quelqu'un a frappé à la porte. Pas fort, comme si quelqu'un avait donné un coup. Ma barricade de tonneaux a légèrement bougé. Puis, le coup a été répété, plus fort. L'un des tonneaux s'est renversé. Il essayait d'entrer. Un autre coup, encore un coup. La porte, faite de planches épaisses, commença à craquer. Il n'avait pas beaucoup de force, mais il était persévérant. Méthodiquement, coup après coup, il détruisait ma défense. Je compris qu'il ne me restait que quelques secondes. Je me levai d'un bond et pointai le pistolet de signalisation vers la porte. Le bois craquait, les clous sortaient d'only de leurs rainures. J'attendais. Au moment où la partie supérieure de la porte céda dans un fracas assourdissant et où quelque chose de sombre et de long s'engouffra à l'intérieur, j'appuyais sur la détente. Un coup de feu retentit, me bouchant les oreilles. Une fusée rouge a jailli du canon, a heurté ce qui se trouvait dans l'embrasure et a ricoché vers le plafond. La remise s'est remplie d'une lumière rouge sang insupportablement vive et d'une fumée âcre. Et dans cette lumière, je l'ai vu. Il était grand, d'au moins 3 mètres, et maigre. Ses membres étaient anormalement longs et fins. Il se pliait à des angles impossibles. Il n'avait pas de peau au sens habituel du terme. Son corps semblait tissé de centaines de sangles humides et sombres, recouvertes de cristaux de sel et de petits coquillages. Il brillait dans la lumière humide. Mais le plus effrayant n'était pas cela. Il n'avait pas de tête. À la place où aurait dû se trouver sa tête, il y avait un renflement lisse et conique, sans yeux, sans bouche, sans aucun organe. Juste une surface lisse et sombre. Le membre qu'il avait enfoncé dans la remise n'était pas une main. Elle se terminait par plusieurs longs appendices osseux ressemblant à des pattes de crabe. C'est avec eux qu'il grattait et frappait à la porte. La lumière vive et le bruit soudain semblent l'avoir désorienté. Il a retiré son membre et s'est éloigné de l'embrasure de la porte. La fusée finissait de brûler sur le sol et des ombres rouges dansaient sur les murs. Je savais que c'était ma seule chance. Sans réfléchir, je repoussai le tonneau vide sur le côté pour me frayer un passage. Je me précipitai hors de la remise dans l'obscurité de la nuit. Où courir? Il n'y avait que des rochers et l'océan glacial. Il était plus rapide que moi, je le savais. C'est alors qu'une idée folle et désespérée me traversa l'esprit. Courir vers le phare, dans son repère. Il ne s'y attendrait pas. Peut-être que je pourrais m'enfermer quelque part à l'intérieur. Peut-être que je pourrais monter tout en haut et tenir jusqu'à l'aube. Ce n'était pas un plan, mais un réflexe, l'instinct d'un animal traqué qui court vers le seul refuge disponible, même si c'est la gueule d'un prédateur. La fusée dans la remise s'éteignit
et l'obscurité redevint totale. Je courais en trébuchant sur les rochers, me guidant à la silhouette sombre de la tour. Derrière moi, je l'entendais, un bruit humide et racleur, suivi d'un cliquetis sec. Il avait repris ses esprits. Il s'était lancé à ma poursuite. Je courais sans regarder où j'allais, le cœur en feu. Une seule pensée occupait mon esprit. Arriver avant lui. L'entrée du phare s'ouvrait devant moi comme un gouffre noir. Sans me retourner, je me précipitai à l'intérieur, dans l'obscurité froide et familière, imprégnée d'une odeur de sel. J'entendis la créature s'approcher de l'entrée. J'étais à l'intérieur, j'étais piégé. J'avais couru dans l'antre du monstre pour lui échapper. Je claquai derrière moi la lourde porte métallique. Un bruit sourd résonna dans la tour de pierre. Je m'appuyai contre elle, haletant, et tâtonnai dans l'obscurité à la recherche d'un solide verrou. Dans un grincement de rouille, je le fis glisser, bloquant l'entrée. Je savais que cela n'arrêterait pas la créature, mais cela me donnerait un peu de temps. Quelques secondes. Dehors, j'entendis à nouveau ce bruit humide et traînant, puis la porte fut frappée. Le verrou trembla, mais tint bon. Le coup fut répété, plus fort. Le métal gémit. Je n'avais pas le temps. La seule issue était de monter. Je me précipitai vers l'escalier en col-doigt et commençai à le gravir 2 marches à la fois. Mes pas résonnaient dans le silence et je savais que chacun de mes bruits, chacun de mes soupirs, chacun de mes battements de cœur était enregistré, analysé, ajouté à sa collection. Un bruit assourdissant retentit en bas. La porte n'avait pas tenu. J'entendis la créature entrer. Son cliquetis et son frottement, qui ne ressemblaient à rien d'autre, se répandirent dans tout le rez-de-chaussée. Il ne se pressait pas. Il savait que j'étais piégé. Je traversai le 2e étage, passant devant le bureau et la chambre. À la lumière de ma lampe frontale, je vis quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Les murs, ils étaient tous couverts d'égratignures, les mêmes groupes de 5 traits que j'avais vus d'en bas. Ils étaient partout, sur les pierres, sur les restes de panneaux de bois, même au plafond. Des milliers, des dizaines de milliers de marques, des générations entières de peurs étaient inscrites sur ces murs. Je ne m'attardai pas et continuai à monter. L'escalier était en pire état ici. Certaines marches étaient presque entièrement rouillées, les rampes vacillaient. Je montais de plus en plus haut, tandis que le bruit me poursuivait depuis le bas. Lent, méthodique. Il avait lui aussi commencé à monter. Il n'essayait pas de m'imiter. Il me suivait à son rythme, d'une démarche monstrueuse. J'arrivai au dernier palier, juste devant l'entrée de la salle des lanternes. La porte que Thomas Miller avait autrefois verrouillée avait été arrachée de ses gonds. Je fis un pas à l'intérieur. Le vent hurlait à travers les fenêtres brisées de la coupole. L'air marin glacial emplit mes poumons. J'étais au sommet, dans une impasse. Je m'approchais du bord, vers l'une des ouvertures où se trouvait autrefois la vitre. En bas, dans l'obscurité, les vagues se brisaient contre les rochers. Sauter n'avait aucun sens. Je me retournai et dirigeai le faisceau de ma lampe vers la cage d'escalier. Je l'attendrais ici. J'attendais, et chaque seconde me semblait une éternité. Le bruit de ses pas se faisait de plus en plus fort. Un bruissement humide, un cliquetis sec des os contre le métal des marches, et puis son membre apparut dans l'embrasure, suivi de son long corps cauchemardesque. Il se redressa de toute sa hauteur, touchant presque les restes du plafond. Dans la faible lumière de ma lampe, sa surface sombre et brillante semblait absorber la lumière. Il s'avança lentement vers moi. Je n'avais pas d'arme, seulement un trépied lourd qui semblait être un jouet d'enfant face à cette créature. Il fit un pas de plus. C'est alors que le faisceau de ma lampe glissa et tomba sur le mécanisme central de la vieille lampe. Une colonne massive en laiton sur laquelle tournait autrefois la lentille. Et je vis des inscriptions, des rayures grossières sur le métal terni.
Des noms. Erickson, Johnson, Miller, et un autre nom, presque effacé, comme si on l'avait longuement et méthodiquement poli. Thomas. Et en dessous, un peu à l'écart, il y avait une rayure fraîche et peu profonde. Une seule lettre. A. Il ne se nourrissait pas seulement. Il collectionnait. Il tenait son propre journal sinistre. La créature était déjà à 2 pas de moi. Elle leva son long membre. Et à ce moment précis, alors que j'étais sûr de mourir, un bruit se fit entendre au loin. Un son fort et prolongé, comme celui d'une corne de brume. Un vrai. Je jetai un coup d'œil derrière moi, vers l'est. À l'horizon, là où le ciel commençait à peine à s'éclaircir, une petite lumière brillait. Silas. Il était arrivé. Le son de la sirène, puissant et étrange, fit se figer la créature. Sa pseudo-tête lisse se tourna lentement vers le bruit. Elle était distraite, une nouvelle source de stimulation forte et inconnue. C'était ma chance, ma seule chance. Je ne l'attaquai pas. Je me suis précipité sur le côté, me glissant entre lui et le mur. Je me suis précipité dans la cage d'escalier, vers le bas. Je ne courais pas, je tombais, dévalant les marches, m'agrippant à la rampe pour ne pas tomber complètement. Je n'ai pas entendu s'il m'avait suivi. Je n'entendais rien, sauf le bruit du sang battant dans mes oreilles. J'ai franchi le 2e étage, puis le 1er. J'ai enfoncé les restes de la porte d'entrée avec mon épaule et je me suis effondré dehors, sur les pierres mouillées. L'aube commençait à poindre. J'ai vu le bateau de Silas, ancré à quelques centaines de mètres du rivage. Je me suis relevé d'un bond et j'ai couru vers la plage en agitant les bras et en criant. Je criais de toutes mes forces, mettant dans ce cri toute l'horreur des nuits passées. Silas m'a vu. Il a mis un petit canot à l'eau et s'est dirigé vers le rivage. Je me suis avancé dans l'eau glacée jusqu'à la taille, incapable d'attendre plus longtemps. Il m'a hissé dans le bateau. « Mon Dieu, mon garçon, que t'est-il arrivé ?» m'a-t-il demandé en regardant mon visage couvert de boue et mes mains tremblantes. Je voulais répondre. Je voulais tout lui raconter. À propos du phare, des journaux, des bruits, de la créature, au sommet. J'ai ouvert la bouche, mais au lieu de mots, aucun son n'est sorti de ma gorge. J'ai essayé encore et encore, mais mes cordes vocales ne fonctionnaient mieux pas. Je pouvais respirer, je pouvais tousser, mais je ne pouvais émettre aucun son qui ait un sens. Silas me regardait en silence, et dans ses vieux yeux, je ne voyais pas de surprise, mais une sorte de sombre compréhension. Il m'a simplement jeté une couverture sur les épaules et s'est dirigé vers son bateau. Alors que nous nous éloignions, j'ai regardé le phare. Il se dressait dans les rayons du soleil levant, toujours aussi gris et silencieux. Je savais qu'il était toujours là, et maintenant, il avait de nouveaux sons dans son répertoire. Mais pas. Le clic de mon appareil photo, mon cri d'horreur sur la plage. Il les avait pris, il avait vidé la source. J'écris ces lignes 2 mois plus tard. Je n'ai jamais repris la parole. Les médecins disent que c'est un traumatisme psychologique. Mais je connais la vérité. Quelque part là-bas, sur la côte de l'Alaska, dans un vieux phare, une créature faite de sel et de peur se promène parfois dans les pièces en utilisant ma voix. Elle en a conservé une copie. Et moi, je ne suis plus que l'original silencieux.